Bonjour à tous. Mademoiselle Marguerite Nechayev, vous allez vous présenter devant ce jury pour soutenir votre thèse de doctorat vétérinaire. Vous allez d'abord, dans un premier temps, nous présenter vos travaux, qui seront ensuite discutés par l'ensemble des membres du jury. Nous vous écoutons. Merci. Bonjour à tous. Je remercie particulièrement monsieur le professeur Pasquier d'avoir bien voulu présider le jury aujourd'hui. Je remercie chaleureusement monsieur le professeur Lignereux pour avoir encadré mon travail tout au long de la rédaction de cette thèse, et le docteur Jouvard que je remercie pour sa contribution sur la partie expérimentale. Donc monsieur Yves Andrich, qui m'a proposé le sujet de cette thèse, est excusé, il n'a pas pu venir aujourd'hui. C'est lui qui gère le projet de recherche dans lequel s'insère la partie principalement expérimentale de cette thèse. Donc le travail s'intitule « Le marquage visuel des animaux sauvages en milieu naturel », avec l'exemple d'une nouvelle méthode par greffe cutanée qui est applicable au manchot royal. Donc, lorsque nous nous trouvons face à une foule, les visages humains, nous les distinguons au premier coup d'œil, même sans les connaître ou les identifier, on sait qu'ils sont tous différents. En revanche, lorsqu'il s'agit d'animaux, nous avons déjà beaucoup plus de mal à séparer les différents individus. Là, sur ces trois vaches, on voit qu'il y en a peut-être une qui a les cornes un peu plus basses et les autres relevées, mais ça demande plus de temps, ce n'est pas en un quart de seconde, contrairement au visage humain. Donc là, si c'est l'éleveur ou le berger, il passe du temps au quotidien, en continu avec ses animaux, il aura le temps de trouver les caractères distinctifs. Mais dans certains cas, on souhaite identifier et distinguer des individus sauvages. Donc là, tous ces macareux et toutes ces petites tortues sont vraiment similaires. Et lorsqu'on est biologiste, chercheur ou naturaliste, on ne va pas forcément pouvoir suivre en continu ces animaux sauvages, contrairement à l'éleveur et à ses bêtes dans son troupeau. Parce que les animaux se déplacent, parfois sur des grandes distances, et aussi pour des raisons pratiques d'organisation du travail, on ne peut pas être en permanence sur le terrain. Alors, une des espèces qui est très étudiée parmi les oiseaux sauvages, c'est le manchot royal. Donc là, on est face à la colonie et on se demande un peu où est Charlie, parce qu'il y a plein de fois où on veut identifier un individu, le reconnaître d'une fois à l'autre dans le temps. Là, ils sont tous similaires, ils vivent en colonie de centaines de milliers d'individus. Alors, une des techniques qu'on a utilisées depuis longtemps, c'est celle-ci. Donc, il s'agit de mettre au centre un point de couleur qui distingue l'individu de ses voisins, de ses congénères. Et là, en l'occurrence, la marque a un code qui permet donc de lui donner une identité avec une lettre, un chiffre. Alors, parmi les méthodes qui sont disponibles pour marquer les manchots, on a la photo-identification à partir des motifs naturels du plumage. Donc, sur certaines espèces, on voit que sur le ventre et la poitrine, il y a des multiples petites taches noires. Leur nombre et leur disposition est unique. Ça permet donc de donner un code à l'individu. Ici, donc, à droite, il y a la photo du logiciel qui identifie l'individu grâce à son plumage. Donc, dans le cas du manchot royal, il n'y a pas de motif du plumage qui permette cette photo-identification. Donc là, vous avez un exemple avec tous les individus reproducteurs, le dégradé de couleur est vraiment proche et il n'y a pas ni de traits ni de lignes qui permettent d'utiliser cette méthode. En revanche, donc les peintures et teintures sont très utilisées. À droite, vous avez un groupe de manchots du Cap qui sont tous marqués de la même manière par ce point de couleur rose. Et à gauche, des manchots royaux, donc il y a le zoom avec l'individu au centre qui est identifié avec un code individuel. Donc toutes ces marques sont des marques temporaires. Elles permettent de suivre un individu pendant quelques mois au cours d'une saison de reproduction. On a des périodes où l'individu n'est plus visible, qui alternent avec des périodes où l'individu est observé. Ça permet d'avoir un suivi temporel de l'individu. Et on utilise donc ce marquage pour obtenir des connaissances sur la biologie de l'espèce. Alors, par exemple, sur le succès reproducteur, ici l'individu E marqué en violet est en train de trouver son œuf, on peut le suivre. Si un jour on voit qu'il se balade sur son œuf, on sait que la reproduction est en échec. Et puis l'individu avec un point bleu, là, trouve son petit poussin, c'est pareil, on verra si la reproduction peut être menée à bien.
Donc il y a aussi parmi donc les éléments qui sont étudiés les déplacements des individus. L'individu l'a marqué en bleu aux ailerons, est suivi donc à distance en mer grâce à la balise Argos qui porte sur son dos, et les marques bleues permettent de le retrouver à chaque fois à son retour à terre et de suivre ses déplacements à l'échelle de la colonie cette fois. Lorsque l'on veut obtenir donc des informations sur la longévité maximale des individus, la longévité d'une espèce, ou bien l'évolution des populations, on a besoin de marques qui durent plus longtemps, plusieurs années, toute la vie des individus. Donc chez le manchot royal, ça va être peut-être 25-30 ans. Là, vous avez sur le graphique de gauche, en bas, c'est l'évolution du nombre de couples reproducteurs au fil du temps, depuis les années 50 jusqu'aux années 2000. Et à droite, donc en bleu, c'est la courbe qui montre ces variations, cette baisse des effectifs, et en rouge, la projection, la modélisation. Donc ça, c'est du long terme. Et pour cela, on va avoir besoin d'une marque permanente, en l'occurrence les bagues métalliques en inox qui sont posées en haut des ailerons. Donc ça a été utilisé chez pratiquement toutes les espèces de manchots. À gauche, vous avez un manchot empereur, en bas un manchot adélie sur son nid, et dans les bras de la personne, sur la droite, un petit manchot pygmée qui porte des bagues métalliques. Chez le manchot royal, ça a été également très utilisé. Là, donc, un adulte entouré de poussins qui ne sont pas marqués. Et donc, depuis les années 50, cette méthode est utilisée sur tous les endroits où il y a des colonies d'études des différentes espèces de manchots. Et au bout d'un moment, les chercheurs en fait, se sont posé la question de l'effet de cet objet qui est posé sur les oiseaux, savoir s'il y avait une différence entre les individus qui étaient marqués et identifiés et les individus qui n'étaient pas marqués, et les individus auxquels on extrapole les résultats. Donc il y a eu quelques études qui ont montré qu'il n'y avait pas de différence entre ces différents groupes, entre le groupe d'animaux marqués et le groupe d'animaux non marqués, mais il y a eu beaucoup plus d'études qui ont montré que ça affectait négativement soit le succès reproducteur des oiseaux, soit le succès reproducteur en conséquence de leur efficacité de recherche alimentaire. Lorsqu'ils nagent et lorsqu'ils pêchent en plongée, les objets entraînent une résistance supplémentaire, gênent le mouvement de l'animal sous l'eau, et ça diminue donc la survie du poussin à terme et des adultes reproducteurs. Alors, le transpondeur a été une solution proposée pour donc limiter ces effets négatifs sur les manchots. C'est très pratique puisque comme c'est placé sous la peau, il n'y a pas du tout de déformation de la silhouette de l'oiseau et il n'y a pas donc cet effet de résistance au mouvement, contrairement à la bague. En revanche, là, donc on a une plage avec des manchots royaux et certains individus sont équipés d'un transpondeur, d'autres individus ne sont pas. Et on ne pourra le savoir que s'ils s'approchent assez près d'un lecteur, et nous, on recherche une marque visuelle qui soit visible donc, à distance, l'individu sans être capturé, sans qu'il remarque notre présence forcément, il faut qu'il puisse être identifié. Alors donc là c'est le cas d'une personne dans la colonie, aux jumelles, elle a repéré cet individu qui est équipé donc de marques vertes aux ailerons, et c'est ça que l'on recherche, un équivalent aux bagues métalliques, mais qui soit visible à distance. Donc notre méthode pour identifier notre charlie dans toute la colonie, c'était la technique de la greffe cutanée. Donc on va déplacer un petit morceau de peau qui porte des plumes, donc du dos gris sombre de l'oiseau sur la poitrine. Donc on crée cette petite marque qui va distinguer l'individu de ses congénères. On aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire déplacer un petit morceau de peau portant des plumes blanches sur le dos gris. Peu importe, l'important c'est que la marque soit assez visible aux jumelles. Alors, pour cela, nous avons utilisé 2 espèces d'oiseaux domestiques pour ces greffes cutanées afin de l'appliquer au manchot royal. La perruche ondulée sur la gauche, Melopistacus ondulatus, et le canard colvert, Anastasios sur la droite. Donc, nous avons choisi ces espèces pour plusieurs raisons. Les espèces domestiques étaient faciles d'acquisition et puis c'était facile de les avoir dans des pièces de taille relativement modeste. De plus, leur plumage permettait donc de faire cette technique de greffe cutanée. On a déplacé chez la perruche ondulée les petites plumes rayées du dos à la poitrine verte, qui est des fois de couleurs différentes, mais qui est une plage unie. Et donc c'était
pour le motif du plumage, on peut dire que c'était relativement similaire au manchot, avec deux grandes plages de couleurs contrastées. Et en plus, ces deux espèces domestiques ont des nuits qui s'effectuent différemment dans le temps. La perruche ondulée mue toute l'année, donc certaines plumes se renouvellent à des moments différents. Par contre, le canard colvert renouvelle ses plumes quasiment tout au même moment, de manière synchrone, et en ça, c'est semblable au manchot royal. Donc il y a un moment où les oiseaux ne volent plus, toutes les nuits, les plumes se renouvellent, et le reste du temps, donc les plumes restent en place pendant plusieurs mois. Donc on voulait aussi voir l'effet des... comment la greffe cutanée allait passer la nuit de l'oiseau, comment les plumes du greffon allaient être renouvelées. Donc je vais vous présenter uniquement la partie concernant les canards colverts. Donc la zone où a été prélevé le greffon était sur le ventre, proche du bréchet, dans la zone grise, et elle a été placée en bas du cou, en haut de la poitrine, donc simplement voilà, par une incision, de manière à ce que ce soit visible, même lorsque l'oiseau nage ou est au repos sur l'eau, cette partie brune dépasse de l'eau. Donc ça a été fait sous anesthésie générale. Là sur la grande photo, on a la tête du canard colvert qui est dans le masque d'anesthésie avec la collerette rose vers nous. Et il y a la zone du bas du cou de la poitrine qui est déjà préparée avec quelques plumes arrachées, préparée pour la chirurgie. Donc c'est pour ça qu'on voit la peau toute rose en dessous. Donc sous l'anesthésie gazeuse générale. Et l'analgésie qui a été assurée par de la lidocaïne et par le méloxicam, un anti-inflammatoire. Il y a une antibioprophylaxie avec de la marbofloxacine qui a été faite sur tous donc ces 8 canards colverts adultes. La petite photo du bas, c'est le greffon. En fait, c'est la petite zone de peau qui porte une dizaine de plumes et qui est déplacée d'une partie du corps à l'autre. Donc là, vous voyez le greffon qui est suturé, donc ces grosses plumes grises qui viennent du ventre et qui sont en place, entourées de plumes brunes sur le cou. Donc, les résultats ont été plutôt bons à court terme, malgré un mort donc, au cours de la chirurgie. On n'a pas pu terminer la greffe, donc, parce que l'arrêt cardio-respiratoire n'a pas été vu à temps et donc pas été géré en conséquence. Et tous les greffons qui ont été déplacés ont cicatrisé. Ils ont pu être suivis, donc les canards ont été manipulés en main tous les 2 ou 3 jours. Et ensuite, on voit le petit greffon là avec la peau, ça c'est les plumes d'origine qui n'ont pas encore été renouvelées, la petite peau un peu jaune qui est donc prise dans les sutures et c'est la petite partie qui nécrose en fait parce que la cicatrisation voilà, est terminée en dessous. Là on voit ce qu'on a observé après 2 ou 3 semaines, donc de nouvelles plumes qui repoussent. En fait le greffon, il y a eu une mue du greffon, une chute de la peau et des plumes, et les plumes ont été remplacées de manière donc indépendante, sans lien avec les plumes voisines de la poitrine. Et donc, chez certains individus, elles ont repoussé de couleur grise, de la couleur voulue. Chez d'autres individus, elles ont repoussé de couleur brune, ce qui n'était pas souhaité pour avoir la marque visuelle. Donc, on a eu un autre canard colvert qui est mort pour une raison non connue. Et donc ça a perdu une marque visuelle. Et sinon, parmi tous les autres canards colverts, les 5 autres, on a un seul qui a eu un greffon contrasté gris. Les autres plumes, en fait, chez les 4 autres canards colverts, ont repoussé des couleurs brunes. Donc 2 hypothèses peuvent expliquer cette perte de marque visuelle. Soit c'est le greffon qui finalement n'a pas pris et qui a été rejeté, même si la cicatrisation s'est bien faite sur les premières semaines. Soit donc la cicatrisation s'est faite, mais les plumes en place ont changé de couleur. Donc pour expliquer le changement de couleur, nous avons une hypothèse qu'il y avait un contrôle de la couleur à distance par les plumes ou par la peau voisine, puisque le motif d'un plumage a un sens, il est caractéristique de l'espèce, il est caractéristique du sexe, en l'occurrence chez le canard colvert. Donc on suppose qu'il y a des molécules de type hormones ou autres qui émanent de cette zone et qui disent là on est sur le cou, la poitrine, ça doit être de couleur marron, donc les plumes deviennent marron sous l'influence de ces facteurs. Et donc pour expliquer qu'il y a quand même un canard colvert qui est le greffon qui reste gris, on suppose que le rayon d'action de ces molécules est en fait assez faible. Et donc on aurait des greffons de trop petite taille
qui auraient été donc sous l'influence de ces facteurs de couleur brune, qui ont changé de couleur, alors que le greffon, qui est toujours de couleur grise, aurait été de taille suffisamment importante. Et ça, comme on ne le supposait pas au moment des chirurgies, même si on connaît la taille de nos greffons et le nombre de plumes qui a été déplacé à chaque fois, on n'a pas réussi à déterminer de manière assez précise donc, la taille limite. Alors, ce qui était positif dans ces expérimentations était que les interventions chirurgicales donc, étaient techniquement possibles. La greffe, en déplaçant complètement le petit morceau de peau, a pu prendre, il y a quand même des oiseaux, on observe la cicatrisation qui se fait correctement, ce qui n'était pas évident, puisqu'il y a une perte de déconnexion vasculaire totale du greffon. Cependant, donc, vu les résultats qu'on a sur les perruches ondulées et sur les canards colverts, on n'envisage pas du tout d'utiliser cette méthode tout de suite chez le manchot royal parce qu'il y a trop peu de résultats positifs. Et donc, on n'a pas déterminé cette taille limite du greffon pour que la marque visuelle reste de couleur contrastée. Donc, c'est une méthode, c'est une intervention chirurgicale, ce qui est assez invasif, on peut dire, par rapport à la pose d'une bague, qui nécessite seulement la capture de l'oiseau et donc sa manipulation pour fermer l'objet sur l'aileron. Donc, si à terme on veut l'utiliser chez une espèce sauvage et une espèce protégée que le manchot royal, ce qui est super important, c'est de mettre quand même tous les moyens possibles pour que la douleur soit gérée, donc avec des analgésiques, qu'il y ait un suivi des fonctions cardiaques et respiratoires au maximum, puisqu'on pourrait intervenir avant d'observer l'arrêt cardio-respiratoire et éviter le mort, par exemple, qui a été observé dans le cas des canards colverts et dans le cas des perruches aussi. Donc, il faut absolument que les moyens mis en œuvre pour la chirurgie soient équivalents au moins à ce qui est disponible chez un vétérinaire praticien pour les animaux domestiques, voilà, la clinique moyenne en France. Le gros avantage donc, de notre greffe, c'est que ce n'est pas un objet ajouté et qui déforme la silhouette du manchot, mais puisque ça s'insère dans le plumage, on n'a pas de résistance au mouvement sous l'eau lorsque le manchot plonge. Donc tous les effets qui ont été démontrés pour les bagues devraient ne pas être présents avec la technique de greffe cutanée. Si on souhaite l'appliquer au manchot royal, donc les moyens sont disponibles au niveau des terres australes et en partie françaises, donc des départements français qui sont dans l'hémisphère sud. Au niveau des îles Crozet, il y a une colonie du manchot royaux qui est très étudiée. Et donc là, on voit la salle de chirurgie qui est en place, qui est utilisée depuis plusieurs années, où il y a une anesthésie gazeuse possible, où il y a un suivi des fonctions cardiaques et respiratoires possible également pour ces oiseaux. Donc là, vous voyez, la salle de chirurgie se trouve dans le bâtiment de droite, donc on est vraiment à proximité immédiate des individus, avec d'autres inconvénients, mais c'est très accessible et ça permet donc d'effectuer la chirurgie le plus simplement possible, de manière la plus pratique. Ce qui est prévu dans les mois à venir, c'est de faire donc des greffes cutanées sur d'autres oiseaux domestiques et chez une espèce de manchot. On a eu a priori l'autorisation de faire l'intervention chirurgicale sur des manchots papous et un manchot royal qui est à Océanopolis à Brest, donc conservé, logé, hébergé là-bas. Donc ce serait prévu pour le début de l'année 2015. Ce qui reste à déterminer et ce qui peut être déterminé chez les manchots captifs, c'est les modifications du comportement qui peuvent être entraînées. On modifie le plumage, donc on modifie en fait l'image que donne l'oiseau marqué par rapport à ses congénères. Ça a un sens, le plumage, pour tout ce qui est le comportement reproducteur. Donc là, vous voyez, je vous ai mis la photo en bas d'un manchot qui a le ventre noir. Donc ça, c'est une modification génétique un peu comme des albinos. Là, il y a un mélanique. Et ça, de manière évidente, il avait un comportement agressif. Les congénères, en fait, avaient un comportement agressif vis-à-vis de cet individu. Donc là, on peut dire que c'est un extrême, mais notre petite tache de gris sombre sur la poitrine peut le rendre bizarre par rapport à ses congénères.
Et donc là, sur la photo de droite, vous voyez l'individu de droite, il est très peu coloré. Bon, là, c'est un jeune, c'est un miniature, mais les individus très peu colorés vont avoir un succès reproducteur très faible. Même s'ils tentent de parader, ils ne vont pas du tout avoir de réponse. Enfin, les congénères ne vont pas du tout le trouver attractif. Donc, on peut supposer que notre petite marque visuelle ait également un effet voilà, au niveau de son attractivité. Et l'autre chose qui peut être modifiée, c'est la visibilité en fait, de l'individu par rapport à ses proies. Les manchots royaux pêchent des poissons en profondeur. Et ce qui est connu, c'est que la méthode de pêche est telle que le manchot royaux montre son dos aux proies et non pas son ventre blanc. Donc si la petite greffe est sur la poitrine, on peut supposer que la greffe sera invisible aux poissons, aux proies, mais c'est également à évaluer. Et ça ne pourra pas être évalué directement sur place, mais évalué en calculant, donc en estimant la survie de l'individu et de ses descendants, des poussins. Donc en guise de conclusion, je voulais souligner que cette thèse était très intéressante puisque les compétences vétérinaires que j'ai un peu acquises à l'école étaient mises à profit dans un projet de recherche en écologie et en physiologie d'un oiseau sauvage, le manchot royal. Et donc ça, c'était pas évident parce que souvent les vétérinaires qui travaillent en faune sauvage, finalement, font de l'écologie, de la physiologie, mais ne font plus de médecine. Alors que là, il s'agit de gérer l'anesthésie et la chirurgie, et c'est tout à fait dans les compétences du vétérinaire praticien. Donc ça me semble super important que pour les expérimentations futures qui pourront être faites, ce soit toujours un vétérinaire qui travaille sur cet aspect pratique des chirurgies, parce que toute cette gestion de l'analgésie, elle est peu connue dans le monde de la recherche, ou peu mise en pratique. Et en fait, plus on soigne le protocole et moins le manchot royal est dérangé, et bien meilleurs seront les résultats. Déjà pour la prise de greffe, et à long terme, s'il est moins dérangé, son comportement sera plus proche du comportement des individus non marqués. Et donc, si M. Ivankovitch avait été là, je l'aurais encouragé donc, à faire ces échanges entre chercheurs biologistes et vétérinaires praticiens, parce que je pense qu'il y a vraiment des compétences à échanger. Et il y a de plus en plus d'expérimentations dans le monde de la recherche qui finalement sont assez invasives sans avoir forcément des anesthésies générales pour les animaux. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va commencer par le débat. Je vois ta présentation. J'ai compris que tu m'avais envie d'y retourner et des maîtres ici présents ont plutôt des choses à dire parce que tu as dit les compétences un peu acquises à l'école vétérinaire. Donc on n'a pas eu beaucoup, quoi. Ça fait plaisir. Voilà. Donc ça commence très mal. Donc, je vais donner la parole aux différents membres du public. Donc, toi, tu les connais bien, mais je pense que l'assistance ne les connaît pas. Donc, on va commencer tout de suite par le docteur Jean-Yves Jouglard pour des questions et des commentaires sur ton travail. Bon, merci, Monsieur le Président. Compléter si nécessaire. Merci d'être venu à l'école vétérinaire. Je viens souvent. Oui. Mais pas trop ici, plus côté microbio. Ah d'accord. Je ne connais pas votre spécialité, c'est la première fois que nous siégeons ensemble à ce jury de thèse et c'est un grand plaisir de vous accueillir dans cette salle, qui est la salle de TP de parasitologie zoologie. Donc il doit y avoir des fantômes, en particulier de notre collègue Jacques Ducos-Naït qui vient de prendre sa retraite. Et donc, avec Yves Lignereux, nous sommes encore le dernier rempart des Mohicans, de ceux qui s'intéressent à la zoologie en général. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a encore des étudiants qui s'intéressent à la zoologie. Oui, et donc ça fait quand même plaisir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes vétérinaires qui ont choisi cette orientation parce qu'ils se sont toujours intéressés aux animaux en général, et en particulier aux animaux sauvages, et puis aux oiseaux aussi, parce que les oiseaux c'est bon. Les oiseaux ça vole, les oiseaux c'est diversifié, la petite perruche. Et donc c'est un monde, le monde des oiseaux est un monde extraordinaire, avec des variétés
formidables, des adaptations à tous les climats, à des alimentations très diversifiées, des milieux, etc. Donc vous êtes tombé un petit peu dans la marmite de la recherche. Vous avez dû rencontrer des gens très passionnés, très intéressants. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez entrepris votre modeste étude chirurgicale en application à la recherche. Donc c'est un travail original, c'est un travail qui a dû coûter beaucoup d'heures de travail, puisque on n'a pas compté, elle est tellement modeste qu'elle n'a pas numéroté les références bibliographiques, donc on ne peut pas savoir combien il y en a. Mais il y en a plusieurs pages, et donc ça veut dire que toutes ces références, je suppose que vous les avez lues en détail. Et donc, celles qui sont dans le tableau. oui, donc ça prouve qu'il y a quand même des informations sur un dossier qui a priori n'est pas très fondamental, je dirais, Oui. mais ça prouve qu'il y a un certain nombre de personnes, de chercheurs qui sont particulièrement intéressés par ce sujet sur les manchots royales. Dans quel milieu, ça doit être assez intéressant, et surtout d'aller dans le milieu. Voilà. Donc, votre thèse m'a beaucoup intéressé. Nous y avons contribué un petit peu en vous accueillant pour faire les chirurgies, hein, c'est ça. Oui. Donc, les chargés de consultation ont dû vous aider. Et ces petits canards ont été opérés. Donc, le rôle de l'assesseur, c'est de faire des critiques, de trouver les petites bêtes, les petites fautes d'orthographe, des erreurs. Ils sont à vous, ces bêtes. Et vous savez qu'il y a un canard. Oui. Oui. De toute façon, je les descends de la pièce. Non, mais ils sont mignons, mais bon. Ça va. C'est pour l'animation. Donc, j'ai cherché en vain, et je dois vous avouer que votre présentation de travail, pour moi, est excellente et aussi bien écrit. Et puis surtout, vous avez fait preuve de grande capacité à l'oral pour présenter un travail un peu complexe pour les non-initiés. Donc la famille qui a dû apprécier, qui a dû voir vos paroles. Je suis sûr, ça y est, la petite va être vétérinaire. Nous avons attendu longtemps, mais ça y est, bientôt, nous aurons un docteur vétérinaire. Donc ça, c'est toujours le meilleur moment des études. C'est la fin. Oui. Ouais. Donc, je pense que là, vous allez pouvoir savourer. C'est toujours intéressant d'avoir fini ce travail, parce que je crois que ces travaux de thèse, il y en a qui disent c'est ringard, c'est nul, c'est ci, c'est là. Mais finalement, à partir du moment où les étudiants se passionnent pour un sujet, ils font le maximum pour faire quelque chose de propre. Voilà. Donc je pense qu'on peut faire moins, mais on ne peut pas faire plus. Là, vous avez fait quelque chose vraiment de très exhaustif et de très bien documenté. Donc moi je vous félicite parce que ça prouve d'abord que vous avez des capacités de synthèse et puis que vous savez travailler, et puis que vous avez envie de faire les choses comme il faut. Ça c'est une bonne chose pour l'avenir, parce que quand on embrasse un métier comme le nôtre, je pense qu'il faut être tant que possible excellent dans tous les domaines. Donc c'est un gage d'excellence que vous nous présentez aujourd'hui, et j'en suis fier, parce que je pense que tant qu'enseignant, on doit être fier que nos étudiants produisent des travaux aussi intéressants. Donc vous voyez que je vous ai cassé complètement. Oui. Et donc, je trouve, ça nous sort de notre école, ça nous sort de notre routine, ça nous sort de choses qui sont quelquefois banales. C'est l'intérêt finalement de tous ces sujets de thèse qui vont vers l'extérieur, vers des domaines qui, on enseigne surtout la médecine, la pathologie des animaux, mais bon, il faut avoir cette ouverture aussi sur la zoologie et sur l'écologie. Donc c'est bien parce que ça nous permet souvent de voyager. Et ça,
le voyage, c'est toujours important, toujours intéressant. Alors moi, j'ai la chance d'être toujours dans ces sujets-là. Et ça me permet d'aller en Australie, en Afrique du Sud. Je rêve toujours d'y aller aussi, mais j'y vais quelquefois. Et donc, je connais quelques lieux. Et aller voir les oiseaux dans leur milieu, c'est toujours formidable. Et c'est une passion. Et j'espère que vous l'aurez longtemps, que vous serez toujours passionné. Parce que vous êtes ce que vous ferez du point de vue de l'exercice professionnel, mais gardez toujours cette passion. La passion des animaux, la passion des hommes, c'est très très important. Alors voilà, je voulais vous dire que votre thèse était très bien, très bien présentée, et puis elle a été bien sûr corrigée de même maître par notre confrère, collègue Yveline Heureux, qui ne laisse rien passer, je suis sûr, et qui aime bien aussi faire soutenir des sujets un peu particuliers, un peu qui sortent de l'ordinaire, qui permettent de dire que les vétérinaires peuvent avoir accès à des domaines de compétences que d'autres n'auront pas. Donc voilà, toutes mes félicitations, tous mes voeux de réussite professionnelle et aussi personnelle dans la vie qui va s'ouvrir, qui ne fait que continuer. Merci. Merci beaucoup. Alors, je laisse maintenant la parole au directeur de thèse, le professeur Yves Nuroch, pour des commentaires et la réponse aux critiques sévères qui viennent d'être dites. Merci Monsieur le Président de nous donner la parole et merci aussi d'avoir accepté de participer à ce jury parce que c'est la première fois que nous nous voyons. Alexis Valentin, le professeur avec lequel je fais passer le plus de thèses, m'avait dit votre intérêt pour les oiseaux. Et c'est pour ça que je me suis permis de demander à nos candidats d'aujourd'hui de vous contacter à ce sujet, sachant quand même que vous êtes aussi le doyen de la faculté de pharmacie et que vous devez avoir pas mal de travail supplémentaire à ce titre. Je suis là pour les oiseaux surtout. Mais vous pourrez constater que nous avons des perruches, mais aussi de beaux oiseaux dans l'assistance. Voilà. Donc, merci aussi à Jean-Yves d'avoir fait ce commentaire sympathique. J'ai oublié aussi qu'elle avait fait de très belles greffes sur sa robe. Oui. Pour l'occasion, oui. Et élogieux. Oui, alors donc il reste toujours quelques scories par-ci par-là. Par exemple, un nom irlandais avec Mac, c'est petit C. Mac comme Mac, je ne sais plus qui, quelque part. Mac Conquet. Oui. Donc il faut mettre un petit C. Okay. C'est Mac quand c'est des Écossais et MC quand c'est des Irlandais, je crois. D'accord. Oh, Non, mais c'est possible. on a eu un grand ici à l'école vétérinaire. Hein. Oui. Les Français, mais il est Irlandais. Okay. Et c'était un petit C. Voilà. C'est pas bien méchant. À la page 53, rassurez-vous, on ne va pas passer toutes les pages. Il y a un fuligule morillon mâle qui se serait contenté d'une minuscule à fuligule, comme le canard colvert qui est juste au-dessus. Et le nom scientifique, c'est Etia, pas Etias. Ok. Il n'y a pas de S. Mais enfin bon. Non, mais comme l'autre avait un as, s'il avait un S, il ne fallait pas qu'il y ait la louche sans doute. Alors, vous avez pu élucider ça, vous en avez parlé, là, oui, ces fameuses mues, est-ce que ce sont vraiment des mues ou est-ce que ce ne sont pas des rejets de greffe tout bonnement? Alors, je n'ai pas pu trouver plus d'informations parce que vraiment dans toute la littérature que j'ai pu copier, il n'y a rien à ce propos. Et ce qui nous fait dire que ce n'est pas un rejet, c'est que en particulier les perruches qui ont toujours leur marque visuelle, on avait observé les mues parce qu'elles étaient en plus dans des petites cages séparées. Donc on avait le greffon avec cette petite mue et pourtant les plumes ont repoussé, rayées comme on l'attendait. Donc c'est en ça où j'ai fait passer un rejet de greffe puisque la couleur persiste comme souhaité. Et voilà, donc après, même là ces derniers temps, j'ai encore recherché parce que j'avais trouvé d'autres nouvelles pistes sur les greffes chez les animaux et j'avais pas de... Et l'influence hormonale, de voisinage non plus. Ouais. Ouais, non. Bon, il y a des choses quand même
non, c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Et ou bien on trouvera d'autres informations, voilà, plus à l'échelle histologique peut-être. Et sinon, ce sera quand on aura fait plus d'individus. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on arrive à déterminer donc des tailles précisément, enfin des petits greffons, des moyens greffons, des gros greffons, et voir si on observe une différence. En fait, je trouve que ça permettrait déjà d'avoir une réponse un peu. Vous ferez de gros greffons sur les gros animaux, de plus petits sur les plus petits. Oui, on a d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que comme on n'avait pas cette idée en tête, moi des chirurgies, on n'avait pas fait attention. Bon, là, vous avez ouvert un peu une boîte de Pandore, parce que ça débouche sur plein de questions. Oui. Ouais. Pardon, excusez-moi. Oui, tu as parlé d'études histologiques. Ça n'a pas été fait, mais c'est pas prévu sur. C'est pas prévu. Ouais. Ça n'était pas fait dans ce cadre-là, mais du coup, c'est pareil, ça peut se prévoir. Ça peut se prévoir. Sachant que ça fait une chirurgie supplémentaire. Bon, donc c'est quand même très expérimental. C'est le début, ouais. Oui, on a vu des manchots avec une boucle comme on les vache aux oreilles finalement. Est-ce que ça perce la peau ou est-ce que ça entoure le bras ou l'avant-bras? C'était par exemple le bleu qui avait sa balise Argos. Non, c'était pas une balise Argos, c'était une boucle comme les boucles que les vaches ont aux oreilles en aluminium. Oui, alors ceux qui ont en aluminium, en métal, ça se referme simplement. Ça se referme, ça ne perce pas la peau, ça entoure l'avant-bras. Ouais. Bon, ça va. Oui, ça peut limiter, en fait, comme en haut, c'est là où c'est le plus resserré, on arrive à les coincer comme ça. Oui. Mais non, ça passe pas. Chez les vautours, par exemple, il y a des choses vraiment comme les vaches. Il y a un rivet qui traverse la peau, mais chez les manchots. Autant que possible, il faut éviter. Ouais, mais voilà, c'est, on va dire, plus très à la mode, donc de toute façon, ça... Les tortues, elles, ça traverse. Ouais. Mais là, non. Et ce qui est aussi utilisé donc, à terre, pas tant qu'ils vont nager, mais à terre, c'est des bagues plus grosses, un peu comme des bagues d'arbique. Donc toujours pareil, à l'aileron qui entoure simplement. Ça ferme, c'est juste les deux extrémités qui se changent un peu. Bon, donc si j'ai bien compris, il allait y avoir des suites à ce travail. Oui. Bon, c'est un autre vétérinaire étudiant qui va s'en charger ou c'est pas défini. c'est pas défini. Oui, ce sera celui qui se présentera finalement. Voilà, ça sera peut-être moi si j'arrive à trouver le temps. Après, sinon, donc, le chercheur qui m'encadre, jusqu'à maintenant, il faisait donc, les chirurgies, pas forcément tout seul, mais pas forcément accompagné d'un vétérinaire. Donc voilà, c'est... Vous n'êtes pas encore fixé? Un petit peu. Un petit peu, mais pas trop. Profitez-en. Voilà. On n'arrivera à trouver du temps. Il faut y aller. On n'arrivera à trouver du temps. Il faut y aller si on vous offre cette opportunité, il faut la saisir absolument. Bon, ben voilà, c'est un petit peu ce dont je voulais parler. Vous ouvrez à nouveau au champ, finalement. Il y en a beaucoup qui ont essayé ce marquage comme ça? Non. Non, hein. Mais chez les Anglais? Et chez les mammifères Non plus. Vraiment, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. C'est bien. Bon, donc bravo. Quand vous étiez venu me voir la première fois, tout de suite je me suis dit, faire ça sur les manchots, ça va être difficile. Il va falloir prendre une espèce de remplacement. Oui. Bon, donc vous avez trouvé les canards et les perruches. Oui. Vous envisageriez d'autres espèces? Chez des poulets, par exemple? On pourrait. En fait, ce qui était envisagé, c'était des passereaux, mais c'était vraiment super difficile. Déjà pour les perruches ongulées, c'était vraiment techniquement difficile, vu comme c'est fin, la peau. Donc, ce qui avait été envisagé aussi, c'est les oies, mais finalement, moi, je trouve que ça se ressemble, ça s'approche des canards, donc il n'y a pas besoin. Et les poulets, c'est possible. Oui, simplement que c'est une histoire de plume, de coloration du plumage. Voilà, il fallait trouver, donc forcément pas les races classiques qui sont toutes unies. Donc on avait un peu envisagé ça, mais voilà, ça devait orienter notre choix comme ça. Mais ça pourra se faire après, ça peut aussi s'envisager, mais c'était plus difficile. Déjà pour trouver les canards col vert, ça a l'air de rien, mais pour en trouver forcément de pure race, j'ai fait un peu des croisements, ils n'ont pas forcément le beau plastron, là, c'était pas si facile que ça, bizarrement. La technique, non après l'aspect visuel, il fallait que la greffe traîne. Oui. Le fameux contraste pour être vu, c'est pas les
l'objectif c'était d'observer les. C'était pour suivre, voilà, pour suivre la réussite, quoi, voilà, ouais, pour suivre les résultats. Oui. Donc, félicitations pour être aussi entreprenante. Il faut continuer et tout mes voeux pour la suite dans tous les domaines. Donc, merci pour ces commentaires. Donc, je te remercie de m'avoir permis de lever ce travail très intéressant. Donc, qui n'est pas du tout de mon domaine professionnel. Hein. Côté professionnel, moi je suis microbiologiste, donc plutôt les virus, hein, un peu les bactéries. Les oiseaux, c'est le week-end uniquement. Enfin, voilà. Voilà. Donc hier soir, j'étais en week-end. Donc merci pour cette présentation qui était, on va dire, claire, qui a repris quasiment intégralement le manuscrit, sauf que tu n'as pas présenté les aspects perruches, ondulés, tu as également utilisé un aspect d'entretien. Donc tu as repris un certain nombre de techniques de marquage dans la partie biographique, hein, notamment la photo-identification, qui est très utilisée pour des mammifères marins, Oui. entre autres. Hein, j'ai déjà transmis des observations pour des orques, des choses comme ça. Ouais. Et on avait essayé de faire donc, sur les Pyrénées une identification des faucons pèlerins. Ok. Le problème, c'est que c'est plus difficile à photographier que les espèces que tu as montrées. Et donc, pour avoir de bonnes photos, avec un angle à peu près correct, un bon profil, c'est très difficile. Et en plus, les profils ne sont pas forcément strictement symétriques. Okay. Donc, il faudrait les avoir droite, gauche. Donc, si vous les posez un peu, s'il vous plaît. Voilà. Donc, en pratique, on a abandonné. Moi, en ville, donc il y a un certain nombre de faucons pèlerins sur Toulouse. Bon, ça ne pose pas trop de soucis, vu la proximité, pour les identifier. Ouais. Mais je ne suis pas persuadé qu'il y aurait un intrus qui viendrait sur Toulouse, je l'identifierais en systématique. Donc, photo-identification, j'ai bien compris, pour les manchots, il n'y a rien qui ressemble plus à un manchot qu'un autre manchot, hein, à part les deux exceptions que nous avons montrées. Ouais. Voilà. Bon. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le caractère invasif de ce marquage qui est proposé. Une anesthésie, c'est lourd, ça a un coût en vie, puisque bon, sur le canard, on a perdu un. Le manchot, je ne sais pas la sensibilité qu'ils ont à l'anesthésie, si ils tolèrent très bien ou pas. Et puis, après, donc, tu les relâcherais directement dans la nature, où il y a un délai de cicatrisation, où il faut les garder, les surveiller un peu avant de les relâcher. Alors ça, donc pour la journée par exemple, il y a des petits enclos qui sont juste à côté, mais ce qui est souvent fait, en fait, dans cette colonie de marins, c'est qu'on utilise des individus reproducteurs. Alors, c'est embêtant parce que les individus reproducteurs nous dérangent d'autant plus, on met un peu en péril, mais l'avantage, c'est qu'ils sont fixés sur leur œuf, sur leur poussin ou sur leur site pour les mois à venir. Mais donc, sur l'œuf. Presque. Pour les petits dispositifs, c'est ça. Donc ça c'est l'avantage, c'est qu'on sait où le rechercher et si on l'attrape au bon moment, on sait qu'il va rester à terre, donc on peut très bien identifier le nid, savoir sur quel emplacement il se trouve, et il peut rester à terre pendant 1 ou 2 semaines. Donc selon l'animal qu'on prend, on peut en fait le surveiller, le relâcher, mais on est certain qu'il va rester quelques jours à cet endroit. En termes de coût, parce que maintenant on parle que d'argent, vous avez remarqué, c'est le tarif d'une bague, voilà, c'est gérable dans un projet de recherche de marquer 50 ou 100 manchots Alors, je serais incapable de vous donner un prix, mais ce qui est sûr, c'est que donc, le chercheur en physiologie fait de l'anesthésie générale d'autres expérimentations tous les ans sur une dizaine de manchots, par exemple. La salle, elle est en place depuis une vingtaine d'années, je ne sais plus, 10 ou 20 ans, et lui, il a vraiment mis les moyens qu'il a demandé conseil à des vétérinaires donc pour améliorer le protocole anesthésique pour mettre des anesthésiques. Il n'a jamais dit non, il met tous les moyens qu'il faut. Donc, après, c'est son choix parce qu'il gère son budget, et c'est sûr que ça coûte quand même plus cher qu'une bague, tout simplement parce qu'il faut l'installation, déjà rien que ça, par rapport à commander des
de handbag, de petites poches. Donc c'est sûr que ça coûte plus cher, mais voilà, en tout cas dans ce cadre-là, ça n'a pas été un frein, quoi. Il veut faire en sorte que ça marche. L'évaluation sur les manchots papous qui est prévue, c'est sur les crozets également? Non. Ou c'est en terre d'hélice? Non, c'est parce que les manchots papous, c'est parce que c'est ceux qui sont captifs. D'accord. Donc on n'a pas tellement choisi l'espèce, c'est parmi les manchots captifs, on a contacté les personnes, ils nous ont dit, bah là, c'est le groupe qu'ils ont captifs se porte bien, ils ne sont pas embêtés par d'autres maladies et ils sont suffisamment nombreux, donc ils sont a priori d'accord. D'accord. Ouais. Après, bon, avoir une touche de poil noir ici pour un manchot, effectivement, ça va pouvoir le gêner. Bon, j'ai bien vu qu'en termes de prédation, c'était pas trop le problème pour les manchots, quoique, voilà. Ouais. S'ils sont tous blancs dessous, ou la plupart blancs dessous, c'est que ça a été sélectionné. Donc, ceux qui avaient des trucs noirs dessous, ils ont été éliminés à un moment ou à un autre. Ouais. Probablement. Donc, il doit y avoir une gêne, peut-être minime. Donc, plus elle va être minime, plus ça va être long à évaluer ça. Oui. Et donc ça veut dire que la méthode en termes de gènes sera évaluée dans plusieurs années probablement. Autant sur le plan technique, on peut avoir une réponse relativement rapidement, autant après sur la qualité, on va dire, de vie du manchot, ça va être beaucoup plus long. Oui. Et puis moi j'ai envie de dire, de toute façon, on peut être sûr que ça va avoir un impact négatif. Après, c'est voir s'il nous semble négligeable, raisonnable ou pas. C'est un petit peu ça. Et ce qui est très embêtant, voilà, c'est que c'est toujours a posteriori. Et pour que ce soit donc pour évaluer un impact, il faut qu'il y ait suffisamment d'individus marqués depuis suffisamment longtemps. Donc c'est sûr que c'est toujours, voilà, là c'est pas encore mis en place, mais même si ça s'est démocratisé un petit peu, ce qui est utilisé en pratique, il faudrait attendre forcément une quinzaine d'années. Dernière question, après je n'en ai plus. Donc on greffe des tours de plumes du dos, de ventre, et avec ce système-là, vous pouvez espérer identifier combien d'individus différents. Alors voilà, c'est qu'en fait, on ne cherche pas à donner un code individuel. L'idée serait donc simplement de mettre un petit point noir, par exemple, toujours au même endroit, et d'équiper les animaux avec le transpondeur pour avoir un code individuel, et ça à peu près infini. D'accord. Utiliser la puce électronique pour ce côté individuel, et là c'est simplement vraiment le côté je balaie la colonie aux jumelles, je trouve celui-là, voilà. Et je vais l'identifier. Ça c'est l'idée. Parce qu'on ne veut pas commencer à faire une combinaison donc, de points noirs. Donc dans l'intervention chirurgicale, il y aura le transpondeur aussi qui serait mis en place. À l'heure actuelle, les transpondeurs donc, sont posés sans aucune anesthésie ni analgésie, donc simplement on tient l'oiseau et voilà, comme chez les animaux domestiques. Mais là, c'est l'avantage, si l'anesthésie, on en profite en même moment. Les transpondeurs, ils font que l'émission d'un signal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la pression pour mesurer la profondeur de plongée. Ils portent seulement l'information numéro et donc le lecteur permet d'obtenir cette information. D'accord. Donc tu as fait une émission aux îles Crozet. Tu es repartante peut-être Alors, volontiers, mais c'est pas prévu. Parce que voilà, là c'est le travail. Voilà, c'est chaque chose en son temps. Je pense que voilà, de ce côté, voilà, c'était très bien d'y aller et il n'y a pas de. On apprend plein de choses. La deuxième vétérinaire que je connais qui est aux îles Crozet, parce que j'ai. C'était il y a longtemps, tu m'as fait repenser à la date tout à l'heure, c'est il y a plus de 10 ans. Élodie Leroy qui avait fait également une émission aux îles Crozet sur les manchots et qui est rentrée précipitamment, malheureusement pour elle. Bon. Donc merci beaucoup pour ce travail, on va dire, très intéressant qui amorce donc une étude et une validation de ce marquage chez les manchots. Donc peut-être que probablement tu feras par la suite, mais bon, ça sera poursuivi par d'autres. Bon, les différents membres du jury n'ont rien dit de mal sur le travail, donc je me joins à eux pour t'adresser toutes mes félicitations sur la présentation et la qualité du travail diagnostique. Et je vais vous souhaiter une bonne continuité dans ta vie professionnelle, continue à te faire plaisir et à sauver, parce que tu sauves beaucoup, à sauver, ça fait plaisir. Donc c'est bien. Donc, le jury, après avoir délibéré, déclare Marguerite Pelchaev admise au grade de docteur vétérinaire, donc déjà un bon point, avec la mention très honorable, donc deuxième très très bon point.
et votre travail sera admis à l'échange, donc il va être diffusé par la faculté. Donc, toutes nos félicitations.